Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Bonjour Raphaël. Bonjour Laurent. Comment vas-tu? Bien. Un mélange d'émotions, mais oui. Ouais, je suis un peu intriguée, on va dire. Intriguée. Voilà, écoute. Ouais. Ça tombe bien parce qu'on va aussi beaucoup parler de comment finalement on gère cette émotion un petit peu plus loin dans l'émission. Tout à fait. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation de ce podcast Humain. Tu étais une des personnalités que je souhaitais inviter aussi rapidement et parce que tu es une spécialiste d'une thématique et d'un sujet dont on entend beaucoup parler maintenant dans les organisations, qui est le mindfulness, la pleine conscience. Et eh bien, je pense que ton avis, en tous les cas ton regard, peut intéresser nos auditeurs. Ce que je te propose, c'est un peu le rituel. Et on a un petit rituel dans ce podcast maintenant qui existe depuis plusieurs épisodes, qui est là une petite présentation. Alors, si tu devais te présenter en quelques instants, comment le ferais-tu ? Alors, j'ai écouté plusieurs vidéos un petit peu pour me préparer un peu à cet exercice, dont je te remercie d'ailleurs. Et en fait, j'entendais une vidéo de Laurent Gounel et on lui posait cette question: qui êtes-vous ? Et justement, lui disait, c'est très difficile de dire qui on est. Alors, on pourrait parler de rôles sociaux. Je suis une coach, je suis une mère, je suis une amie. Voilà, mais tout ça, c'est des représentations. Et c'est des représentations de l'ego, en fait. Ce n'est pas vraiment qui on est plus que ça. Donc, je dirais que je suis, comme le nom de l'émission, de ton podcast, je suis un humain, une humaine, qui est passionnée par l'humain. D'accord. Donc, voilà. Et dans ton mémoire, dans ton souvenir... pardon, je t'ai interrompu. Je t'ai interrompu. Tu voulais justement, moi, tout mon travail tend à se détacher de l'ego. D'accord. Dans une société où on met en avant de plus en plus les égos et où depuis finalement quelques décennies dans les organisations, on a développé l'assertivité. Tout à fait. Et voilà. Et donc, ok, d'accord. Ouais. C'est un petit peu aller à contre-courant. Et dans ton souvenir, ça remonte à quand cet intérêt ou cette prise de conscience ou cette envie de travailler sur l'humain? Alors, l'humain, je pense que ça a toujours été en moi. Ma mère me disait une phrase qui m'a fallu du temps pour comprendre: tu as l'intelligence des autres. Voilà, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, je pense que c'est ça, c'est pas une intelligence, mais c'est une passion. J'ai toujours été intéressée par les autres, essayer de les comprendre. Et j'ai développé très tôt, je pense enfant, une capacité d'écoute. J'ai toujours été plus dans l'écoute que dans la parole, par exemple. Donc, et je sais accueillir l'écoute. Donc, ça c'est depuis, je pense, depuis l'enfance. D'accord, depuis toujours. Depuis toujours, oui. Aujourd'hui, tu es intervenante, tu es consultante, tu es aussi enseignante, tu es une personne qui fait du coaching dans les organisations. Tu interviens souvent, beaucoup, avec un certain succès. Tu as une belle audience. Comment tu es arrivé à faire ce métier ? Comment tu en es arrivé là ? Quel est ton parcours ? Et parle-nous un peu de ton cheminement. La vie, c'est une histoire de rencontres, je crois. Et en tout cas, dans mon cas, il y a eu des rencontres importantes. Et puis des personnes qui m'ont peut-être un petit peu, à un moment donné, guidée, ont su mettre des mots sur quelque chose que je sentais, mais
voilà, j'arrivais pas forcément à passer à l'action. Donc, par exemple, le coaching. J'ai une formation en ressources humaines, voilà, mais j'avais travaillé dans ce domaine-là, dans le recrutement, etc. Mais en fait, c'est à travers mes cours où, en fait, plusieurs personnes m'ont dit, tu as vraiment une qualité d'écoute particulière, tu devrais en faire un métier. Et voilà, et donc je me suis dit, une personne me dit ça, 2 personnes, 3 personnes, et donc voilà, par exemple, c'est comme ça que je suis arrivée au coaching. Et puis la formation, par exemple, c'est un moment aussi, là, je pense, plus de vie. Là, c'est pas une histoire de rencontre, ou peut-être de rencontre avec moi-même, où je me suis dit, maintenant, j'ai une grande soif, moi, intellectuelle, j'ai une grande soif de connaissances, de me nourrir, j'ai envie de transmettre. Donc, voilà. Puis, encore une fois, oui, je pense les rencontres qui ont fait que, voilà. D'accord. Que je suis arrivée là. Oui, très bien. Et la pleine conscience, alors, ce fameux mindfulness dont on parle tant? Voilà, alors la pleine conscience, ça c'est autre chose. En fait, j'ai fait une thérapie pendant longtemps et pour comprendre plein de choses. Et puis, en fait, après 12 années de thérapie, voilà, ma thérapeute m'a dit que je souffrais de crise d'angoisse. Et alors que tout intellectuellement je me maîtrisais très bien, je comprenais les choses, voilà. Physiquement, je subissais ça. Et d'ailleurs, je me souviens la première, j'ai cru que je faisais un infarctus. En fait, c'est tellement c'était violent. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et c'est elle qui m'a conseillé en fait la pleine conscience. Donc encore une fois, une histoire un peu peut-être de rencontre, et elle m'a dit, je connais quelqu'un qui fait un programme qui s'appelle le MBSR, Mindful Based Stress Reduction, qui est très très efficace pour ça, pour lutter contre ces crises d'angoisse. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Voilà, donc c'était quelqu'un à Esch qui fait ça. C'était un programme de 8 semaines, en fait, d'apprentissage, et avec des exercices d'une semaine à l'autre. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à méditer. D'accord. Voilà. Donc, ce que j'entends, c'est à ce moment de ta vie particulière, au-delà du travail de développement personnel que tu effectuais sur toi, on t'a préconisé de suivre une formation spécifique à la pleine conscience. Tout à fait. Parce que c'était la grande époque, la grande mode de la pleine conscience. Voilà, on commençait à en entendre parler énormément. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est que cette fameuse pleine conscience dont on entend beaucoup parler, mais finalement, assez peu de personnes savent de quoi il retourne. Oui. Et c'est un petit peu le but, c'est un petit peu de donner cet éclairage. Et puis après, je te reposerai d'autres questions. Tout à fait. Alors, comme pour le coaching... Si on devait le définir, voilà. Voilà, tout à fait. Comme pour le coaching, c'est ce que tu nous as appris à dire. Le coaching n'est pas, c'est pas du conseil, c'est pas. Je vais commencer par dire ce que c'est pas. La pleine conscience, c'est pas de la relaxation. Très souvent, les personnes ont tendance à se dire, ouais, t'es stressé, tu devrais méditer. Alors, c'est pas du tout ça. La méditation, moi j'utilise les 2 mots pour la même chose, méditation ou pleine conscience, voilà. C'est une façon d'accueillir. Alors, le point d'ancrage, c'est la respiration, bien sûr, mais c'est surtout accueillir ce que l'on ressent et toutes les pensées. Et réussir à les accueillir avec bienveillance et compassion. Voilà. Donc être vraiment conscient de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, de qui l'on est à un certain moment. Et moi j'ai évolué, donc j'ai commencé par ce type de méditation, mais maintenant j'évolue vraiment vers une méditation plus de compassion, de bienveillance. Voilà. Parce que j'ai commencé par ça, et puis je me suis tournée vers le bouddhisme, moi que j'ai étudié pendant 4 ans le bouddhisme tibétain. Et puis j'ai découvert le bouddhisme plus zen. Et donc c'est une autre type de... En fait, c'est toujours un peu la même chose, mais il y a une autre posture, il y a une autre... voilà. Et il y a surtout une philosophie, moi, que j'utilise dans ma vie personnelle et puis aussi dans ma pratique. Alors, donc c'est une évolution. Alors ça, je comprends maintenant en quelques mots. Qu'est-ce qui fait que quand, par exemple, on annonce sur les réseaux qu'il va y avoir un webinaire avec Raphaël Cardon, comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes
managers, dirigeants d'entreprise qui s'inscrivent à ces webinaires. En quoi, finalement, ce que tu nous expliques, la méditation, le bouddhisme, tout ce que tu viens de me dire à l'instant, en quoi ça c'est utile ou en quoi ça pourrait être utile dans les organisations professionnelles, qui fait qu'il y a finalement beaucoup de gens s'y intéressent. Et selon toi, pourquoi ils s'y intéressent? Pourquoi ils ont envie d'en connaître un peu plus? Et en quoi c'est utile? Et en quoi, finalement, ton expertise, ce que tu sais aujourd'hui, peut être transférable dans le monde professionnel? Parce que je pense qu'on recherche tous le bien-être aujourd'hui, hein, et que la méditation aide alors à arriver. Moi, je me suis beaucoup intéressée au bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Et toutes les études prouvent que les gens qui méditent sont plus heureux. Alors, c'est simplement parce que ça change certaines parties, ça développe certaines parties du cerveau qui sont en lien avec le mieux-être, le calme. Et toutes les études prouvent aussi aujourd'hui que des personnes qui sont performantes en entreprise sont des personnes qui sont heureuses. Hein, voilà, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce qu'on fait en général, ce qu'on fait bien, enfin quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien. Mais aussi parce que quand on est heureux, on est plus ouvert aux autres, on est plus, encore une fois, on est plus performant. D'accord. Donc il y a eu des études intéressantes, par exemple sur les vendeurs qui pratiquent la méditation, voilà, ont des meilleurs résultats au niveau de leur vente. Donc il y a un réel lien qui est prouvé aujourd'hui scientifiquement. D'accord. Donc je pense que c'est un... D'ailleurs, il y a eu plein de programmes chez Google ou dans d'autres grandes entreprises qui utilisent vraiment maintenant qui mettent en place des programmes de méditation, un peu du genre MBSR dont je parlais. D'accord. Et donc, les personnes qui viennent à tes webinaires, parce que nous sommes en 2021 et que on a fait beaucoup de webinaires parce que les conférences étaient un peu réduites, qu'est-ce qu'elles viennent chercher selon elles ou selon toi? Si tu as des échanges avec elles, qu'est-ce qu'elles viennent chercher? Pourquoi elles s'inscrivent à ce type de conférences alors que leur temps, selon ce que j'en sais, est extrêmement timé, minuté, et donc ils reprennent encore du temps sur leur temps professionnel ou leur temps libre pour venir à ces webinaires? Parce que peut-être que c'est des sujets qui les intéressent. Ouais. Tout simplement. D'accord. Ouais. J'espère. Et c'est vrai que moi, un petit peu mes sujets de prédilection, c'est évidemment ça, la pleine conscience, mais c'est aussi les émotions, par exemple, et principalement, ce qu'on appelle les émotions négatives, par exemple, comment faire des émotions négatives une force. J'aime aussi je m'intéresse beaucoup à la communication non violente, donc je pense que c'est des sujets peut-être qui les intéressent, tout simplement. Oui, j'en doute pas, sinon ils ne viendraient pas. Ou en tous les cas, ils ne resteraient pas. Oui, peut-être, voilà, ils se connecteraient, ils se déconnecteraient au bout de 20 rapidement. minutes. Ouais. D'accord. Alors, comment est-ce que l'on transforme ces émotions négatives en quelque chose de positif? Ça m'interpelle, c'est ce que tu viens de le dire. Tu viens de dire comment transformer en force nos émotions négatives. Alors, il y a un réel lien justement avec la pleine conscience. La pleine conscience, c'est aussi ça, c'est aussi avoir conscience de ce que l'on vit et de ses émotions. Bon, la première chose, et ça c'est pareil, Laurent Gounel disait ça, et j'aime bien cette idée, il n'y a que 2 types de personnes qui n'éprouvent pas d'émotions négatives, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est les psychopathes et les morts. Donc, n'étant ni l'une ni l'autre, on éprouve tous des émotions négatives, c'est ce qui nous rend vivants. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça, hein? Et les gens veulent maîtriser, être dans le contrôle. Moi, ce que j'apprends à travers mes webinaires, c'est que plutôt que vouloir maîtriser, il faut savoir les accueillir et puis reconnaître les besoins, ce qu'elles nous disent en fait. Quels sont nos besoins qui sont inassouvis? Bon, par exemple, la colère. La colère, c'est, quand je dis que ça peut être transformé en force, la colère, ça peut être une façon d'être dans l'action. De prendre position, de prendre des décisions ou de vivre en fonction de ses valeurs. Donc c'est des choses qui nous font vraiment avancer.
D'accord. En t'écoutant, je suis en train de réfléchir en me disant en quoi ma colère peut être une force ou peut être intéressante. Donc ça m'intéresse. Si je me mets en colère, je me mets rarement en colère. Dans le monde professionnel, je ne sais pas quand remonte ma dernière colère, mais j'ai plutôt des colères froides quand c'est dans le domaine professionnel. Voilà. Et elle est pas récente. Et les gens qui m'ont vu en colère s'en souviennent en tous les cas, mais on n'est pas là pour parler de mes propres colères, mais j'essaie de comprendre dans la vie personnelle, c'est naturellement, il y a un peu plus d'émotions, donc un peu plus de, comment dirais-je, de réactivité, voilà. Mais quand je me mets en colère, j'essaie de trouver quelle est la chose positive, parce qu'il me semble, je ne suis pas un spécialiste des émotions, encore moins de la pleine conscience, il me semble que lorsque l'on se met en colère, c'est le fait qu'on n'est plus adapté à la situation et qu'il y a une réaction chimique à l'intérieur qui va libérer une forme d'agressivité, ou à moins qu'on cultive cette colère. Ça, c'est encore un autre point de vue. Alors ça, c'est une réaction émotionnelle, par exemple, et c'est un comportement, surtout, voilà, qui peut être effectivement mauvais, blessant pour les autres. Donc, c'est pas quelque chose de positif. Mais à l'origine de la colère, il y a peut-être un désaccord avec une de tes valeurs, par exemple, par rapport à une injustice. Donc, ça peut être une façon de réagir. Je sais pas, moi, la dernière fois où je me suis vraiment mise réellement en colère, c'était pour l'année dernière, il y a un an, la mort de George Floyd, par exemple, et ça m'a poussée à faire des choses. C'était une colère qui... mais c'est plutôt une révolte à ce moment-là. Tu parles de George Floyd, c'est une révolte. Mais c'était faire des choses, peut-être à manifester. Exactement, voilà. J'ai été manifester, mais c'était une colère qui m'a poussée à agir. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est que lorsque quelquefois on se met en colère, il est intéressant de prendre conscience de ce qui se produit et de transformer cette colère en quelque chose de positif en disant comment je vais pouvoir en action. M'en servir en action. Tout en fait, tout est de transformer ces émotions en action d'une certaine manière. C'est ça. Tout à fait. D'accord. Bien sûr. Tu parlais de ton parcours personnel et tu parlais de cette formation que tu as faite. Est-ce que c'est accessible à tous ? Oui. Tout à fait. Oui. Alors il suffit de trouver, il y a certaines personnes qui le font, hein, donc moi c'était une psychologue, mais oui, c'est tout à fait accessible. Alors c'est un engagement quand même, hein, enfin vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que pour que ce soit efficace, mais même si c'est pareil, hein, il faut savoir que dans la méditation, il n'y a pas d'obligation de résultat. Enfin, faut pas chercher un résultat. Le résultat va venir après des années et une pratique quotidienne, et voilà. Mais donc c'est une formation, oui, pour en revenir à ta question, c'est une formation qui est, oui, tout à fait facile à trouver. D'accord. Mais c'est bien de le faire accompagné, en étant accompagné. Tu peux me préciser et pour nos auditeurs, c'est quoi être Alors, le faire il faut avoir une personne, en fait, il faut avoir un instructeur qui explique, parce qu'il y a quand même une initiation, et puis il y a des exercices. Ce que tu déconseilles l'auto-formation, en fait. Oui, voilà. Et donc, c'est bien de se faire accompagner par des spécialistes tout à fait. De la pleine conscience. Si on veut vraiment travailler là-dessus, sur vraiment ce programme de réduction, du stress. Donc, moi, c'était je dirais que c'était presque une... c'était recommandé par un médecin, donc c'était une forme de thérapie. Oui, tu veux dire que ton état d'anxiété de l'époque nécessitait de faire ce travail qui a changé finalement ta posture de vie, ton mode de fonctionnement. Complètement. Alors c'est déjà, la méditation m'accompagne maintenant quotidiennement, ça fait vraiment partie de ma vie, hein, par exemple, pour en revenir aux crises d'angoisse, je n'en ai plus. Alors j'ai parfois des petits symptômes, mais que je maîtrise complètement. Donc oui, ça a réellement changé ma vie. D'accord. Et puis ça c'est au niveau physiologique, parce que c'est quand même pas très agréable à vivre, mais c'est surtout que c'est une façon aussi d'appréhender la vie qui est différente.
d'être vraiment dans la conscience, encore une fois, de soi, mais surtout des autres. C'est D'accord. s'ouvrir. La pleine conscience, c'est aussi ça, c'est s'ouvrir. C'est accueillir. On a des auditeurs qui sont des entrepreneurs, des dirigeants, des professions libérales. C'est notre auditoire, en tous les cas. Et j'essaie d'imaginer, finalement, quelle place pourrait prendre la méditation dans un monde professionnel où la plupart des personnes que je rencontre m'expliquent manquer de temps, sont sous une forme de pression permanente. Comment ça peut s'inscrire dans ces registres-là ? Ou alors est-ce que finalement je vais devenir plus performant si je pratique la pleine conscience ? Quelle application concrète tu vois bien venir la question, finalement, de cette pleine conscience, mindfulness, dans le quotidien du manager ou du dirigeant d'entreprise ? Voilà, alors la première chose, c'est l'argument habituel, l'excuse habituelle, c'est le temps. Voilà. Hein. Donc, bon, celui qui veut trouve toujours un moyen, celui qui ne veut pas trouve toujours une excuse. Ça, c'est la première chose. Voilà. Et c'est de toi la citation ? Non, non. Mais tu sais plus trouver l'auteur. Je ne sais plus, mais non. Mais voilà. Alors, moi, je dis toujours dans ces cas-là, est-ce que vous avez le temps pour vous brosser les dents chaque jour ? Ouais. Hein, c'est 3 minutes. Ce qu'on préconise, c'est 3 minutes. Oui. Bon, on peut commencer par 3 minutes. D'accord. Hein, faire des pauses de 3 minutes. Alors, des pauses. Ou même 3 minutes par jour. Voilà, commencer par ça. Ensuite, alors, encore une fois, les résultats, c'est vrai que pour certaines personnes, le résultat a une importance. Donc, il y a plein d'études scientifiques qui prouvent les résultats physiologiques, un système immunitaire plus efficient. Donc, par exemple, en cette période, c'est quelque chose qui est important. Au niveau de l'attention, de la concentration, une grande augmentation, une régulation des émotions, ce qui peut être aussi intéressant en entreprise. Enfin, il y a plein de bienfaits physiologiques. C'est les personnes qui méditent vivent plus longtemps et mieux, développent moins de maladies cardiovasculaires, etc. Donc, on n'a plus tellement à prouver ces bienfaits. Voilà, donc comment l'intégrer ? Ça, c'était l'autre. Voilà, comment la l'intégrer ? question importante. Voilà, je suis un manager qui travaille aujourd'hui à la Défense ou au Kirchberg ou dans n'importe quelle grande place à la City, et j'ai été élevé. Alors, en ce qui me concerne, j'ai commencé dans les années 80, donc c'était la mode des yuppies, donc et de la boss génération, etc. Tout ce qu'on nous a inculqué. Comment je fais pour concrètement, en tant que manager de grandes entreprises ou dirigeant, ou même profession libérale, ou même salarié, entrepreneur, étudiant. J'ai des étudiants brillants qui me disent « Waouh, gérer le temps, les partiels et mes activités à côté, c'est assez rock'n'roll ». Comment je fais ? Voilà, une petite méthodologie simple. Moi, je crois beaucoup au rituel. Par exemple, les rituels. Donc, alors peut-être commencer par manger en pleine conscience. Donc vraiment, je ne sais pas, un étudiant, le matin, il est devant son bol de céréales, il peut très bien manger en pleine conscience. Ça peut être un exercice méditatif. Voilà. Alors, donc, ça veut dire sans tablette, sans iPhone, sans rien. Voilà, la pleine présence à lui-même déjà, et à son bol de céréales, et être vraiment en lien avec, par exemple, les sensations, le bruit des céréales quand il tourne sa cuillère, voilà. Je ne sais pas où il est assis, s'il est assis sur son petit tabouret en plastique, enfin bien sentir le plastique, être en pleine présence aussi, pendant 2-3 minutes. Ça peut commencer par là, mais aussi les études prouvent que ce qui est important, c'est c'est de le faire régulièrement. Voilà, plus que 2-3 fois par semaine, chaque jour. C'est vraiment quelque chose d'important. Et dans la journée, alors, on a eu dans un épisode précédent Mélanie qui nous parlait de la cohérence cardiaque. Oui. Est-ce que dans la journée, il y a des rituels comme ça qui sont importants ? Oui. Alors, par exemple, ça peut être la sonnerie du téléphone. Chaque fois que le téléphone, une sonnerie, et nous rappeler, hop, là,
je me recentre, c'est-à-dire j'écoute mettre ma un respiration. timer Voilà. qui me rappelle que c'est le moment de se recentrer. Voilà. Comme dans un monastère, on utilise beaucoup les bruits dans les monastères. Hein. Par exemple, à la fin des méditations, le bruit sur le bois, ça rappelle le temps qui passe. Bon, se mettre des petits comme ça, des reminders pour se dire, voilà, chaque heure, je prends une minute pour me être en présence avec moi-même. D'accord. Est-ce que tu as d'autres astuces à partager sans dévoiler tout un programme de formation qui pourrait être utile à nos auditeurs au-delà de ces moments un intervenant précédent parlait de respiration abdominale, comment il gérait la pression, il dit je respire de manière, j'ai des rituels de respiration. La respiration profonde aide bien. Alors moi ce que j'aime beaucoup c'est tout ce qui est exercice de visualisation. D'accord. Voilà. Donc par exemple prendre refuge. Donc au moment vraiment de grande pression, de stress, visualiser un lieu, un endroit où on se sent particulièrement bien. Et pendant quelques secondes, Alors on fait beaucoup ça en autosuggestion consciente. Ouais. C'est proche en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Donc vraiment prendre un refuge. Donc moi j'ai un lieu comme ça, sur une plage. Mais je sens vraiment, je me force à sentir le sable sous mes pieds, à sentir la chaleur du soleil, à entendre le bruit des vagues. C'est très, très efficace. Ouais. D'accord. D'autres choses à partager? Vraiment, je pense à l'importance des rituels, encore une fois, et puis de cette... ne pas se mettre l'autocompassion, voilà, ne pas se mettre une pression aussi. Encore une fois, il y a cette espèce d'exigence de résultat. Il ne faut pas chercher forcément à atteindre un résultat. Il faut simplement se dire, je m'y mets, voilà, et puis je vois un petit peu les résultats. Mais ça sera peut-être dans 90 jours. Voilà, pas essayer de vouloir tout de suite être... On est vraiment dans l'immédiateté, je trouve, aujourd'hui. Oui, Oui, oui. Voilà. Oui. D'accord. Mais... Je vais te faire un parallèle. Tu n'es pas obligé de le saisir. Et je regarde... Je m'intéresse forcément aussi à tout ce que je peux trouver sur les réseaux sociaux, même si je n'y suis pas très présent. Je peux voir les spécialistes du développement personnel aussi. Ils croient beaucoup, parce que ça fait écho avec la notion de rituel. Alors il y a maintenant des tas de méthodes où on dit il faut vous lever tôt le matin, il faut, parce que c'est un peu il faut, alors pour le coup, c'est astreignez-vous à boire 2 litres d'eau par jour, à faire X kilomètres de marche, et c'est sans doute ok aussi, ça donne sans doute de très bons résultats. Manger sans glucides, et préparer la veille votre to-do list pour le lendemain, ça vous permet d'être très efficace. On parle beaucoup d'efficacité, d'atteindre des objectifs. Et comment le mindfulness s'inscrit là-dedans? Alors, sans s'inscrire forcément mais je peux imaginer que les gens qui viennent à tes webinaires, que ce soit sur la transformation des émotions négatives en quelque chose de bénéfique, que ce soit sur le mindfulness, viennent aussi peut-être avec, je ne vais pas leur prêter une arrière-pensée, mais je peux imaginer un souci d'être plus performant ou d'arriver à l'atteinte de leurs objectifs. Ce que promettent beaucoup de spécialistes, appelons-les comme ça, ou de personnes qui se revendiquent spécialistes du développement personnel, qui promettent finalement des résultats exceptionnels en un minimum de temps. Qu'en est-il, en fait? Est-ce que la pleine conscience s'inscrit là-dedans? Et est-ce que si finalement je me forme à la pleine conscience, ou je suis accompagné par un coach spécialisé de la pleine conscience, ça va me permettre d'atteindre ou d'améliorer mes résultats? Tout dépend de ce que sont les résultats. Voilà. Ou l'atteinte des objectifs. Voilà. Oui, voilà. Alors, si l'objectif c'est de changer ta neuroplasticité, de changer ton cerveau, parce qu'on sait que la pleine conscience, en changeant aussi notre esprit, notre façon de vivre, va modifier la plasticité de notre cerveau. Ça, c'est pareil, il y a plein d'études qui le prouvent. Il y avait cette étude, par exemple,
Je me souviens les chauffeurs de taxi londoniens. Bon, maintenant, ils ont tous des GPS, mais en fait, qui avait la partie du cerveau qui est liée à la mémorisation de l'espace très développée. Parce qu'ils mémorisaient toutes les rues, en fait. Voilà. Donc, on peut changer aussi notre cerveau. Il y a Mathieu Ricard, par exemple, qui lui arrive même à contrôler son amygdale. Donc la partie la plus ancienne de notre cerveau reptilien, voilà. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est, je suis quelqu'un quand même qui est assez pragmatique, donc qui a besoin quand même un petit peu de, je ne vais pas dire de preuves, mais voilà, de comprendre. Donc moi, j'aime beaucoup aussi l'utilisation des neurosciences pour voir ce qui se passe justement au niveau neuronal. Et effectivement, il y a de vrais changements. Et voilà, bon, on nous dit, c'est pareil. Tu parlais de Mathieu Ricard, il a fait des expériences, il a fait... Voilà, lui-même, il a travaillé avec des scientifiques pour montrer comment les spécialistes et les experts de la méditation développaient des capacités cérébrales différentes. Tout à fait. Et donc agissaient par exemple aussi sur le système nerveux parasympathique, donc pour gérer le stress. Donc tout ça, c'est aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on peut vraiment l'acter, le visualiser. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, moi, les auteurs qui m'inspirent, bon, tu m'avais demandé de réfléchir, voilà, bon, voilà, oui, mais c'est des neurobiologistes, par exemple, hein, qui font le lien entre neurobiologie, psychologie, et puis, justement, bouddhisme ou sciences, ce qu'on appelle un petit peu les sciences contemplatives. Donc, voilà, qui lie et qui se place un petit peu à l'intersection de tout ça. Voilà, moi, c'est là où Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, la pleine conscience n'a pas grand-chose à voir avec l'ésotérisme. C'est plutôt quelque chose qui est maintenant prouvé scientifiquement, qui est éminemment pragmatique, utile au quotidien. Il faut simplement l'installer en rituel dans sa vie de tous les jours. C'est ça. Voilà, alors ça c'est très important. C'est laïque, c'est pas. On a tendance aussi à faire des amalgames avec. Parce qu'on est à une époque où on veut des résultats tout de suite. On veut des résultats tout de suite. C'est ce que je disais. Alors j'avais regardé une vidéo d'un moine zen et qui expliquait un petit peu son cheminement quand il est arrivé dans le monastère. Et en fait, au moment où il allait devenir moine, le grand maître lui posait une question. Il avait un bol devant lui, il disait, qu'est-ce que c'est ? Et donc pendant 6 semaines, il est venu, c'est un bol, le lendemain, alors merci, reviens demain, le lendemain, c'est une tasse en porcelaine, etc. Puis au bout de 6 semaines, il a pris le bol et il a bu le thé. La pleine conscience, c'est ça, c'est simplement... faire, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas une... En fait, c'est pas d'intellectualiser sur le contenant, c'est de boire éventuellement le contenu. Voilà, en fait. C'est comme de s'approprier le contenu. Voilà, c'est comme j'avais été voir une conférence il y a des années, Christophe André, qui disait « J'ai beaucoup lu sur la pleine conscience. Et puis un jour, je me suis assise, j'ai commencé sur mon tapis et j'ai pratiqué. Ouais. Donc, et il faisait il parlait du restaurant quand on est au restaurant. Christophe André, qui est un de nos plus éminents psychiatres. Hein. Voilà, et qui l'utilise de manière très pragmatique. Hein, et qui disait c'est bien au restaurant de lire le menu, mais c'est quand même mieux de savourer les plats. C'est ça, c'est une pratique aussi. D'accord. Donc concrètement, dans les organisations, quelle est ton approche si demain une organisation professionnelle, entreprise, grande entreprise, petite entreprise, moyenne entreprise, concrètement, qu'est-ce que tu leur apportes quand tu interviens auprès d'eux ou qu'est-ce que tu pourrais leur apporter si en quelques phrases, tu pouvais nous définir ce que tu apportes à ces gens-là ? À ces entreprises-là. Voilà, une connaissance, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, encore une fois, de méconnaissances, de clichés. Il y a eu, comme je disais tout à l'heure, ce phénomène de mode. Hein, et puis cette injonction, comme tu l'as dit, aller, être plus performant. Voilà. Donc, je peux leur dire, je peux vous essayer, pratiquer. Moi, je vais vous initier, je vais vous donner un petit peu les grandes idées, la théorie, mais on va essayer de pratiquer ensemble. D'accord. Tu parlais tout à l'heure d'un organisme de formation qui est à Luxembourg. Est-ce qu'il y a des organismes de formation que tu recommanderais à nos auditeurs, ou est-ce que tu en connais un ou deux
je te prends un peu au dépourvu et au pied levé. Hein. Oui. Oui. Pour faire quoi, en fait? Pour suivre le parcours qui est le tien, ou en tous les cas, prendre du temps sur soi. Aujourd'hui, on peut trouver des formations pour être mieux gérer les tableurs Excel. On trouve des formations pour devenir manager, dirigeant. On trouve des tas de formations, mais visiblement, tu parlais tout à l'heure de ton parcours de formation. Oui, alors moi je l'ai fait chez une personne privée, chez une psychologue. D'accord. Voilà. En fait, il faut trouver un instructeur. Ouais, voilà. Ouais. Et est-ce qu'il y a une fédération ou est-ce qu'il y a une association si je suis moi seul? Oui, il y en a une à Luxembourg, c'est vrai. Et en France, parce qu'on a beaucoup de... il y en a aussi, mais ça, je pourrais donner les... Oui, si on peut avoir un lien pour le mettre dans le descriptif, je pense que ça sera... Tout à fait, ça, il y a des... Oui, bien sûr. Okay. Il y a des fédérations. Tu me parlais tout à l'heure de rencontres, tu nous as parlé de rituels. Quel livre recommanderais-tu ? C'est pas le livre, mais je sais que tu en as plusieurs. Oui. Quelqu'un qui... Le livre, tu me le gardes pour tout à l'heure, à la fin, c'est la dernière, c'est une des dernières questions. Okay. Voilà. Pour savoir si ça fait partie du rituel de cette série. Est-ce qu'il y a quelques ouvrages, ou est-ce que l'on peut trouver des ouvrages de base pour débuter dans ce chemin du mindfulness ? Et abordable, pas abordable financièrement, mais abordable, qu'on peut s'approprier facilement. Oui, bon, alors il y a Mathieu Ricard, il y a Christophe André, il y a beaucoup d'ouvrages avec des exercices aussi, déjà faits. Alors, moi j'ai un auteur un petit peu, puis il y a des podcasts aujourd'hui, surtout, beaucoup, La preuve. Voilà, exactement, oui. Donc moi, il y a cet auteur que j'ai vraiment de référence qui s'appelle Rick Hanson, et qui, lui, a un podcast, en fait, qui s'appelle Wellbeing, qui fait maintenant avec son fils. Et là, on peut trouver à peu près tous les sujets que l'on veut sur la pleine conscience. D'accord. On aura les liens. Bien sûr, oui, les liens, oui, tout à fait. Oui. D'accord. Toi-même, est-ce que toi-même, d'ailleurs, tu es instructeur Non. Ouais, et alors, c'est quoi, quel est le profil des instructeurs ? Est-ce qu'il faut des années et des années de pratique ? Ouais, c'est un petit peu contraignant. C'est pour ça que moi. Est-ce que c'est normé ou est-ce que c'est réglementé ? Oui, c'est normé. Alors, il faut déjà avoir fait un MBSR comme moi. Alors, j'ai tu fait. veux bien traduire pour les. Donc, Mindful Based Stress Reduction. Donc, un programme. En français, programme de réduction du stress. Basé sur la méditation de pleine conscience. Et ça se fait toujours avec un instructeur, ça ? Avec un instructeur, voilà. D'accord. Après, pour devenir soi-même instructeur, c'est vrai que moi, quand je m'étais renseignée, c'était un parcours d'au moins 3 années. C'était à Louvain, à l'université de Louvain, en Belgique. Voilà. Bon. C'est un parcours universitaire, donc. C'est un parcours universitaire, oui, avec du présentiel, enfin vraiment des programmes, une partie présentielle aussi sur le campus. Bon, après il y a la source aussi, il y a Jon Kabat-Zinn, si on veut vraiment aller, qui lui aussi a créé son centre aux États-Unis. Mais ça, je pense qu'en France, on doit pouvoir trouver aussi des. Mais il y a un parcours, académique. Mais en parlant, je réfléchis. D'ailleurs, moi, j'avais fait le DU à Metz de psychologie positive, et il y a un DU de pleine conscience. D'accord. Mais bon, ça c'est pas dans cet objectif-là. C'est pas pour devenir instructeur de pleine conscience, non, mais en tout cas pour comprendre ce qu'est la pleine conscience et s'approprier à travers un travail universitaire le chemin de la pleine conscience, en tous les cas, ce qui permet de travailler dessus. Oui. D'accord. Ouais. Alors, la question qui me vient, c'est comment est-ce que, à ton niveau, tu gères la pression ? Parce que tu nous en as un tout petit peu parlé, mais j'imagine. Comme tout à chacun, alors c'est pas filmé, tu m'as posé la question est-ce qu'on a été filmé ? Non, c'est vraiment un podcast audio, donc les gens te découvriront s'ils veulent visiter ton site que je mettrai en lien, ou ta page LinkedIn. T'as d'ailleurs fait un mémoire là-dessus, un mémoire académique, il me semble. Sur la pleine conscience. Sur la pleine conscience. Il est accessible ou pas ? Oui, il est sur mon site. D'accord. Voilà. En gratuit.
Oui, bien l'accessoire, sûr. on peut le Oui, consulter tout à gratuitement. fait. Ouais. Donc, Sur mindful coaching, en fait, voilà, comment utiliser la pleine conscience dans le coaching, puisque c'est D'accord, aussi... alors là, c'est plutôt à destination des professionnels de l'accompagnement. Mais ça peut être pour mais tout le ça monde, peut ou être dans le aussi... manager. Oui, voilà. enfin voilà, parce qu'il y a vraiment toute une partie d'introduction sur la pleine conscience, justement. Donc, D'accord. voilà, ça peut Voilà, être on parlait des premières bases, voilà, tout un à travail fait. sérieux, Oui, académique, et oui, qui est tout à accessible. fait. Oui. Oui. D'accord. Qu'on retrouve sur ton site, dont le lien figure dans le descriptif de l'épisode. Alors, oui, mais revenons à notre question. Toi, comment tu gères les coups durs, Voilà. Oui. Alors, on en revient toujours à cette histoire de gestion. Alors, aujourd'hui, je parle maintenant J'accueille, avec... là, en ce moment, voilà. Voilà. Alors, justement, en réécoutant, en regardant de nouveau des vidéos de Laurent Gounel, bon, j'ai lu tous ses livres et j'apprécie ses livres, mais Le voyage incognito. Oui, voilà. Puis le dernier, là, Intuitio. Oui, bon, voilà Intuitio, sur. Voilà. Ouais. En fait, il y a un lien. C'est que lui dit que c'est un ancien. Enfin, il est très très timide. Et moi, je suis quelqu'un de très timide. Donc, il est très timide et maintenant il fait des conférences. Et il fait des conférences devant 900 personnes. Voilà, devant des sommités. Mais justement, lui, ce qu'il donnait comme conseil, c'est d'affronter ses peurs. Et donc, par exemple, il parle de vertige. Il souffrait de vertige et il a fait du saut en parachute, du parapente. Voilà. Donc, moi, j'essaie d'affronter mes peurs. J'affronte mes peurs, voilà. Et ça aide. Ça aide. Donc, à développer des capacités, de se dire, finalement, ce ne sont que des peurs. Alors déjà, les reconnaître comme des constructions mentales, oui. Ouais. Bon, après, voilà, c'est pas forcément facile à faire, mais c'est pareil, c'est une pratique. D'accord. Et donc, c'est les conseils de Laurent Gounel que tu t'appliques à toi-même, mais quand il t'arrive un problème, je ne sais pas... Allez, imaginons, j'avais un entretien cet après-midi professionnel avec une personne qui est en reconversion, qui a fait toute sa carrière dans une entreprise et qui est sur le départ, donc en reconversion avec un plan de sauvegarde de l'emploi. Mm-hmm. Sa peur à elle, c'est sans doute à 32 ans, que vais-je devenir ? Affronter sa peur, on le fait comment à ce moment-là ? On n'avait pas préparé la question, je te la livre comme ça. C'est comme la colère tout à l'heure, c'est justement se dire, c'est une grande chance. Alors c'est une grande chance d'un nouveau départ. Donc effectivement, 32 ans, voilà. Soit la peur peut-être... Alors c'est pareil, quel est le besoin derrière cette peur ? D'où vient-elle cette peur ? Est-ce que c'est un besoin de sécurité qui peut être... réel, aujourd'hui, il y a, voilà. Qu'est-ce qu'elle a réellement envie de faire ? Donc, une chance de reconnaître autre chose, voilà, de se dire, justement, c'est un champ de possible. Un champ du possible, ça ouvre le champ des possibles. Voilà, tout à fait. En même temps, on peut aussi comprendre qu'elle puisse être angoissée, elle n'a jamais connu de période de chômage. Oui. Ça peut créer de l'angoisse. Oui. Mais tous les grands te diront que c'est de ces périodes-là qu'on apprend. D'accord. Et c'est ce qui fait avancer dans la vie, c'est ce qui fait grandir. Donc voilà, j'ai écouté un moine tout à l'heure, par exemple zen, qui disait que lui, à 20 ans, il s'est retrouvé en grave dépression. Et c'est ce qui a fait qu'il a fait tout son chemin ensuite. Voilà, il est rentré dans un monastère et pendant 4 ans, il disait, c'était très intéressant parce qu'il disait pendant 4 ans, il a continué sa dépression et que justement il l'a affrontée, mais c'était sa plus belle chance en fait, ses plus belles années, mais c'était très douloureux, mais il s'en est sorti. Donc c'est ça, c'est l'accepter aussi, encore une fois, et ça c'est plus difficile quand c'est des émotions négatives, mais avec compassion, de dire voilà, j'accepte, ça fait partie de la vie. Et de ça, je vais apprendre et et encore une fois, ça va être autre chose qui va commencer. J'aime bien, j'avais vu une fois une formule au bonheur, ça c'est Seligman qui dit ça, c'est B, c'est alors E plus C plus V. E, c'est l'espace des possibles, c'est les circonstances de vie
malheureusement parfois sont inévitables. Alors ça, je parlerai des deux flèches tout à l'heure. Et puis V, c'est la volonté que nous avons à faire changer les choses. Donc, d'accord. Possible, l'espace des possibles, oui, il y a les circonstances, mais il y a aussi notre volonté à pouvoir changer. Alors, je parlais des deux flèches. Dans le bouddhisme, on parle de deux flèches. Donc, la première flèche, c'est la souffrance. La première, effectivement, alors qu'on nie pas du tout. La souffrance, c'est la base de la vie. Dans le bouddhisme aussi, c'est la base. Mais la deuxième flèche, c'est celle qu'on s'envoie à soi-même. C'est-à-dire toutes ces questions. Et pourquoi moi, et qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, etc. Celle-ci, on peut la contrôler. D'accord. Ok. Comment ? En la reconnaissant et en se disant, au lieu de se l'envoyer à soi, se l'envoyer peut-être essayer de la déplacer. Et encore une fois, de se dire, ok, oui, ça m'arrive, mais c'est peut-être une chance pour. Et alors. Je crois c'est Marc Aurèle qui disait, en gros, je me souviens plus exactement de la citation, mais la vérité est en toi, continue à fouiller. Donc, une citation de Marc Aurèle que j'aime beaucoup aussi, c'est l'obstacle est matière à action. Ouais, bon, voilà, tout à fait. C'est ça, c'est oui, j'aime pas trop moi tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, de Nietzsche, mais en gros, quand même. Écouter, vraiment aller au plus profond de soi et essayer d'écouter peut-être que cette personne faisait simplement quelque chose qui lui était pas, qui ne lui convenait pas. Et qu'est-ce qu'elle a vraiment envie de faire. Et je pense réellement que quand on trouve ce qu'on a envie de faire, les choses viennent naturellement. D'accord. On avance et on va bientôt arriver au terme de cette émission. Ça passe vite. Oui, ça passe vite. Comme tous les bons moments. Quelles sont les formations tu nous as dit trouver un tuteur, donc tu nous passeras un lien. Est-ce que tu, en préalable finalement à cette approche de la pleine conscience, peut-être un travail avec un tuteur qui peut nous amener vers là, est-ce qu'il y a des formations facilement transférables ou applicables ou peut-être même à distance, je ne sais pas, qui existent oui, il y a des formations académiques, oui, il y a même des masters. Oui, tu parlais du DUAMS, psychologie positive. Donc il y a en Belgique, je crois qu'au Canada, il y en a, mais en France aussi, ça, il y a des formations. Quel est le piège à éviter ? Parce que si je fais mon marché sur Internet, si je tape formation pleine conscience, je peux avoir beaucoup de choses qui arrivent. Quel est le piège à éviter selon toi ? Mais moi, je dirais que c'est comme pour beaucoup de choses dans la vie, en fait, il faut essayer et puis voir ce qui convient et ce qui ne convient pas. Moi, par exemple, qui suis pourtant assez académique, bon, voilà, j'ai d'abord fait ce programme et ça, j'avais besoin d'être accompagnée. Mais depuis, j'ai fait mon chemin quand même par moi-même, donc à travers des lectures, en écoutant des podcasts. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications si on veut se lancer dans la pleine conscience. Comment ? Laquelle ? Moi, celle que j'ai écoutée pendant longtemps, c'était Calm, mais je crois qu'il y a, c'est en anglais, mais je crois qu'il y a les petits, en français, il y a les... Petit bambou. Oui, petit bambou, voilà, ou... Bon. Et Calm, c'est C-A-L-M. Oui, Calm, oui. Et en fait, il y avait des. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait un programme. En fait, il y avait différents types de programmes, des programmes comme ça sur 21 jours, d'applications guidées. Ça, c'est pas mal pour commencer. Mais bon, après, moi, mon chemin, ça a été le bouddhisme, donc. Mais c'était quelque chose que tu connaissais avant ou tu es venu au bouddhisme par la pleine conscience ? Non, je suis vraiment venue au bouddhisme par la pleine conscience. D'accord. Voilà, donc, d'accord. Mais je peux pratiquer la pleine conscience sans devenir bouddhiste. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Mais ça, c'est une façon. Ça peut être aussi une façon de pratiquer. Voilà. Alors, par exemple, moi, je pratique le bouddhisme zen à Luxembourg, mais c'est pas. On n'a pas besoin d'être bouddhiste pour y aller. Et ça, c'est donc c'est un programme de 2 heures avec des pratiques méditatives, même parfois il n'y a pas d'enseignement, donc ça peut aussi être intéressant je trouve que c'est
Enfin, bon, en tout cas, dans le bouddhisme, on dit qu'il faut faire partie d'une communauté, donc d'une sangha, donc ça c'est important. Mais, Alors, Alexandre Jolien, qui est un des 3 compères, tu as oui, cité j'ai bien aimé leurs 2 livres, d'ailleurs. Avec Christophe André et Mathieu Ricard. Lui qui n'est pas bouddhiste, même s'il connaît bien le bouddhisme. Il l'a parce qu'il a pratiqué quand même la méditation. Il le pratique, mais il pratique en particulier la méditation, il en parle beaucoup. Il faisait des retraites plutôt dans les monastères catholiques. Je sais que toi-même, tu fais des retraites. Est-ce qu'on peut faire ce type de retraite? Beaucoup de gens aspirent dans nos contemporains à prendre des temps vraiment de rupture avec la frénésie finalement de nos activités, où il y a une porosité entre le monde de l'entreprise et le monde personnel, et ainsi de suite, par le fait que les communications, le télétravail, enfin, tout ceci a été un peu accéléré en 2021. Est-ce que il y a une étape avant ce type de retraite méditative qui, moi, à titre personnel, me dit waouh, une semaine, je ne sais pas si je pourrais. Voilà. Alors, on peut commencer par un week-end. Alors, c'est même long, un week-end. Alors, c'est pareil, moi, je parlais des rencontres. Oui. Donc, voilà, bon, j'ai étudié le bouddhisme, voilà. Et puis, pendant ma formation pour devenir coach, il y a une personne qui avait parlé d'un week-end dans le monastère en Alsace où je vais. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer? C'est vrai que sur un week-end, oui, enfin, ça peut paraître long, mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir un petit peu la vie. Pourquoi est-ce que ces personnes ont l'air si heureuses? Voilà, enfin, j'avais envie de voir la vie de vivre dans un monastère. Ouais. Et donc j'ai commencé par un week-end et j'ai tellement aimé que je me suis inscrite tout de suite pour la prochaine, la séchine, la première séchine que j'ai trouvée. Après, ça peut être, c'est pas forcément 9 jours, ça peut être 3 jours, 4 jours, c'est très... Enfin, c'est très libre. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, dans ces retraites, justement, ce que tu disais par rapport au fait, par ce rythme, surtout cette sollicitation constante qu'on a dans nos sociétés, je trouve, dans notre société moderne, c'est de vivre différemment. D'accord. De vivre vraiment... Alors, il y a la partie, évidemment, méditation, qui est importante. Moi, on médite pendant 8 heures par jour. Mais ce que j'aime, c'est non, mais c'est sur 4... mais c'est 4 créneaux, donc ça se passera bien. Mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la période entre les séances de méditation, où on fait le travail collectif, en fait. Et ça, là, on se sent vraiment, parce que c'est une des notions importantes dans le bouddhisme, c'est l'interconnexion, on se sent vraiment connectés les uns aux autres. D'accord. Ça, les bénéfices de... Est-ce qu'on sait mesurer les bénéfices de ce type de retraite sur un week-end ou sur une semaine? Quels sont les bénéfices et sur combien de temps? On disait à une époque, il y a quelques années, peut-être 10-15 ans en arrière, vous faites une semaine de thalasso et vous avez les bénéfices pendant 6 mois. Ouais. Est-ce qu'on sait mesurer ça? Parce que tu parlais des études qui ont été faites. Non, ça non. D'accord. Ça, j'ai jamais lu d'études. Je ne peux parler que de mon cas, c'est de l'empirique. Alors, partage. Voilà, moi, c'est minimum de retraites par an, je dirais. Et idéalement, c'est une par trimestre. D'accord. Voilà, je dirais, tous les 3 mois. Et j'en sens un bénéfice. Là aussi, on trouve assez facilement ce... Oui, ça, maintenant, il y a plein de monastères. D'accord. Mais j'entendais qu'il y avait aussi des monastères, même un monastère à Metz, je crois, mais catholique, chrétien, qui accueille aussi des gens qui veulent faire, alors là, des méditations, des retraites, en silence, plutôt chrétiennes. Alors, je ne sais pas s'il y a des... Mais en tout cas, oui, dans des temples qui accueillent, il y en a énormément. D'accord. Oui, des temples bouddhistes partout. On arrive au terme de cette émission. J'ai une petite tradition. Quel livre, si tu en avais un, je sais que tu en as beaucoup, parce que tu partages, je vous invite à aller sur la page LinkedIn de Raphaël. Je mettrai le lien, voilà aussi, Raphaël Cardon. Et vous verrez, toutes les semaines, elle partage une piste de lecture. Voilà, ça c'est gratuit et il y a plein de bouquins. Alors, s'il y en avait un seul livre, lequel serait-il? Voilà, alors je l'ai apporté. Et parce que, sans tricher. Oui, non, voilà. Il est là. Alors, c'est toujours dur, c'est comme quand j'étais enfant, moi, ta couleur préférée, toi, il faut bien qu'il y ait un peu de petites
Mais alors je dirais que c'est ça, Rick Hanson, justement, le cerveau de Bouddha. Le cerveau de Bouddha. Alors c'est Rick pas Hanson. du tout, c'est pas un livre sur le bouddhisme. Hein. Voilà, je tiens à le préciser. C'est justement, c'est le côté neurobiologique. Donc il explique un petit peu comment nous aurions tous la capacité d'avoir le cerveau de Bouddha. Donc comment est-ce qu'on peut transformer son cerveau avec donc des choses très pragmatiques, des exercices, et encore une fois il fait le lien, comme je disais tout à l'heure, entre la psychologie, la neurobiologie et puis les grandes les grandes vertus bouddhistes. Donc oui, il parle de vertu, il parle de pleine conscience, il parle de sagesse, mais il parle de plein d'autres choses aussi. Il parle et puis du mode de fonctionnement de notre cerveau. Donc vraiment ça, le cerveau de Bouddha. Il a écrit aussi le cerveau du bonheur, mais c'est plus redondant. Mais ça, c'est un petit peu une référence pour moi. Le cerveau de Bouddha. Le cerveau de Bouddha. D'accord, on mettra là aussi la référence dans le descriptif. Et il n'en faut qu'un, mais celui-là, c'est juste, je dirais, quand le même, pouvoir des petits riens. Oui, un petit en passant. Parce que là, c'est 52 exercices. Moi, j'aime beaucoup ça, quotidien pour changer sa vie. Alors, tu nous redis le pouvoir des petits riens. Le pouvoir des petits riens. Parce que lui, justement, dans les rituels, il dit que les petits riens font... Et quel est l'auteur ? Le même, Rick Hanson. Ah, pardon. Voilà, Rick c'est Hanson. toujours... Et ça se trouve facilement aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Je ne te demande pas si tu lis en version numérique sur tablette ou papier. J'ai la réponse, parce que tu es venu avec tes livres papier. Bon, alors mes enfants m'ont offert une tablette. Moi, je suis pas... Je suis pour une lire. espèce de dinosaure. Moi, j'ai pas la télé, j'ai pas... voilà. Donc, j'essaie de m'y faire, mais je dois dire que c'est pas... Eh ben oui, voilà. Oui, non, mais alors je trouve ça pratique et je trouve, et en même temps, oui, c'est comme Internet, c'est fabuleux tout la technologie aujourd'hui, c'est fabuleux, mais je suis pas du tout anti-technologie, hein, mais j'aime tellement l'objet livre que D'accord. Je freine un petit peu. Dernière question avant de te laisser le mot de la fin. Qui me recommanderais-tu d'inviter pour un prochain épisode de ce podcast ? Alors, j'ai pensé à Christophe le Suisse. D'accord. Voilà. Qui est donc le directeur du Tricentenaire, qui est un centre pour personnes en situation de handicap à Luxembourg, et qui pour moi est le manager, le meilleur manager, un des meilleurs managers au monde. Enfin, il est... Ah, carrément. Ah oui, carrément. Oui, tu mets carrément. la barre haute. Oui, c'est quelqu'un Monsieur le Suisse, l'invitation est lancée. Voilà, donc je lui en ai parlé, mais j'ai pas la réponse, mais non, c'est voilà, j'ai étudié avec lui, j'ai fait mon master ressources humaines, donc je le connais depuis 20 ans, plus de 20 ans, et je le savais, je le voyais de loin, je voyais tout ce qu'il mettait en place, mais là je peux l'expérimenter parce que mon fils a commencé à travailler chez eux comme éducateur, et c'est ce qu'il me dit tous les jours, les gens sont heureux d'aller travailler. Donc pour moi c'est un exemple de management, oui. Tu as le mot de la fin. C'est voilà, si tu as en quelques phrases, qu'est-ce que tu aimerais dire aux auditeurs qui nous écoutent ? Que le bonheur est en soi. Donc voilà, le bonheur dépend de nous-mêmes. Ça c'est Aristote. Donc on peut le trouver. D'accord. Merci beaucoup, Raphaël, d'être venu à mon invitation. Merci. Merci, je te souhaite une bonne continuation. Je vais, comme à mon habitude, communiquer, mettre les liens dans le descriptif de l'épisode, renvoyer vers ton site pour qu'on puisse éventuellement... Je sais que tu répondras à toute sollicitation. À très bientôt. Au revoir, Raphaël. Au revoir, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Dava